Bucket list. Scooch. Je m'embarque sur l'Europe, et à bord l'on me confirme ce que j'avais entendu dire déjà en Côte d'Ivoire, qu'il y a maintenant la fièvre jaune au Congo, à Matadi. Le bateau est resté au large par crainte de quarantaine. Fièvre jaune. Me reviennent en mémoire les monstrueux agrandissements en cire du musée d'histoire naturelle de New York, qui représentent des moustiques d'1 mètre de haut, grandis des milliers de fois, avec des ailes de cornes qui font penser aux inventions fantastiques de Jérôme Bosch et des Flamands. La vie calme du bord a repris. Encore les histoires d'animaux. Madame G, qui abrite chez elle à Paris toutes les bêtes d'Afrique, me raconte qu'elle a eu une cuisinière qui couchait avec un lamadrias. Elle saoulait le pauvre animal tous les soirs avec 1 litre de vin chaud et le montait au 6e dans sa chambre où il partageait son lit. Cela dura 3 ans. La race de la lagune de la Côte d'Ivoire dont j'avais lu merveille, les Krous, m'apparaît affreuse. Nous nous arrêtons ce matin à Tabou, à 30 km de la frontière du Libéria, pour débarquer les Krous-men que le paquebot prend à l'aller et qui travaillent à la chaufferie jusqu'à Matadi. Ce sont de vilains nègres, usés par un travail qui n'est pas le leur, par l'alcool, enlaidis encore par des loques kakis, et qui ont pris les façons des Bordelais des soutes. Les vieux coloniaux assurent que ceux qui montaient à bord il y a 30 ans étaient splendides. Les plus beaux sont passés maintenant sur territoire anglais, attirés par les hauts salaires et l'absence de recrutement. Mon bateau, l'Europe, n'a pas bonne réputation sur la côte. On dit qu'il roule affreusement. Mais on ajoute que son capitaine est arrivé à placer la cargaison de telle façon qu'il tangue moins, ce qui est exact. C'est le frère de l'Afrique qui est au fond de l'eau devant Bordeaux. La saleté et la paresse des équipages bordelais dépassent celles des équipages marseillais. Les garçons de cabine palabrent dans les couloirs toute la journée, avec des barbes de 8 jours, des tuniques blanches crasseuses, des casques coloniaux de garde-chiourme. Comme il n'y a pas d'eau courante, les réservoirs des lavabos sont vides. Par contre, les réservoirs qui contiennent l'eau sale sont pleins et débordent. Quand je cesserai de me plaindre? Quand la France aura une marine digne d'elle. Le coiffeur est le politicien du bord. Il couvre le pont de crachats. Sa cadence est de 18 crachats à la minute. Depuis qu'il est sur le paquebot, il se lamente parce qu'il ne peut plus planter sa vigne, ni s'occuper de sa circonscription, où il n'y a plus que quelques vieux républicains et qui est tombé réactionnaire. Conversation avec un homme d'affaires colonial. Il me dit ce que j'ai entendu depuis 2 mois répété 1000 fois. Nous avons, depuis l'occupation, demandé aux Noirs un trop gros effort physique, soit en prestation, soit en travail payé, soit en développant chez lui le goût de la propriété individuelle. Nous n'avons pas assez veillé à sa santé, à son hygiène, à sa bonne alimentation. Nous l'avons souvent déplacé inconsidérément, amenant des populations saines sur la côte basse où elles crèvent, modifiant leur régime, nourrissant avec le manioc des contrées humides de races habituées au mil des régions sèches, d'où maladies, épidémies. Et c'est au développement des communications que sont dus, notamment, les ravages de la mouche tsetse, qui, sortie du Congo, gagne maintenant la Côte d'Ivoire et risque de dépeupler toute l'Afrique. Le remède, ne plus transporter personne, ne plus augmenter les heures de travail, laisser la race africaine se reconstituer en paix, et cela pendant 15 ans. Mais chacun applique cette sage règle aux voisins. Ceux du Congo déclarent « Le Congo est atteint gravement, c'est entendu, allez donc sauver plutôt la Côte d'Ivoire pendant qu'il en est temps. » À la Côte d'Ivoire, j'ai entendu dire « C'est la Haute-Volta qui devrait se reposer, ce merveilleux réservoir d'hommes. » Je questionne la même personnalité sur les espoirs qu'à Bingerville on met dans le futur port d'Abidjan. « Cela ne coûtera pas 300 millions, mais plus d'1 milliard, me dit-elle. Et lorsque la lagune se verra réunie à la mer, ce sera comme lors du premier essai, l'ensablement en quelques jours, sauf si l'on drague continuellement. » Aujourd'hui, les grands transatlantiques ne s'arrêtent plus à Dakar. Ils gagnent 6 heures en filant droit au nord, et en faisant escale soit au Cap-Vert, possession portugaise, soit à Las Palmas et Santa Cruz de Tenerife, dans les îles Canaries, possession espagnole. J'ai bien souvent entendu nos coloniaux parler du Cameroun allemand depuis que je suis en Afrique, mais jamais sur un ton de dénigrement. L'administration allemande y a fort bien travaillé, avec les méthodes se rapprochant politiquement de la colonisation anglaise, économiquement des procédés indo-hollandais, plus que des nôtres. Pour ce qui est de l'élevage allemand, des fermes modèles, de l'aménagement des stations d'été sur les hauteurs, de l'installation des familles nombreuses d'agriculteurs poméraniens, on n'a en général que des éloges. Lorsqu'on pense ce que le monde doit à Barth, à Nachtigal, à l'immense effort scientifique et sportif des savants et explorateurs allemands en Afrique, on peut penser que la restitution aux Allemands de leurs colonies, celles du moins qui appartiennent à nos alliés, serait de bonne politique. On a blâmé jadis la brutalité allemande en Afrique et l'emploi de châtiments corporels comme la chicotte. Mais il faut bien se rendre compte que pour les Noirs, la prison n'est pas en soi infamante, pas plus que le vol. Comme en Orient, ce sont toujours les grands personnages qui donnent l'exemple du vol.
Le gouverneur G me raconte qu'un avocat noir connu est venu lui demander la grâce d'un greffier condamné pour avoir volé des pièces à conviction. Renseignement pris, c'était pour le prendre au sortir de prison comme secrétaire. D'autre part, beaucoup d'indigènes sollicitent la faveur d'une incarcération afin d'être mieux nourris. C'est pourquoi les châtiments corporels en Afrique sont seuls efficaces. Un haut commissaire français me disait qu'il avait été envoyé au Cameroun après la guerre pour recueillir les vœux de la population. Quelle ne fut pas sa surprise de constater que le vœu numéro 7, c'était la demande de rétablissement de la chicotte des Allemands. Quand les anciens voyageurs racontaient qu'ils avaient vu en Afrique des êtres aux lèvres démesurées, des hommes échassiers, des femmes à queue ou des pygmées, ils ne mentaient pas. Le cinéma l'a prouvé. Le principal café de Dakar a un jazz. Cet orchestre est blanc. On n'a pas trouvé de nègre pour le diriger. À Dakar, je dîne avec le député Diagne. C'est une charmante figure de noir, un beau teint, sans aucun métissage. Diagne n'a d'ailleurs que des sympathies au Parlement. Il a l'esprit romantique, du sens pratique, l'art très parlementaire de répondre habilement à côté de la question et le goût des mots abstraits. Mais pas plus qu'un méridional de chez nous. D'ailleurs, l'éloquence est un art nègre. Ne pas confondre avec l'art nègre, le vrai, que nous aimons au contraire pour sa sobriété, son sens de l'essentiel, son absence de verbiage. Fin mars. Visite au gouverneur général de l'AOF. Depuis janvier, me dit M. Card, plus de fièvre jaune. Il va y avoir un congrès des médecins des diverses colonies de la côte, anglais, portugais, etc., et l'on prendra des mesures d'ensemble. D'ailleurs, je me suis promené 2 jours dans Dakar et ses environs. Partout, j'ai vu brûler les ordures, les épidémies ont du bon. Une des erreurs profondes que nous a enseigné la guerre, c'est que l'Afrique, au point de vue militaire, est un réservoir d'hommes inépuisable, me dit le gouverneur. Il faut répéter au contraire, jusqu'à ce que l'opinion en soit bien pénétrée, que l'Afrique est un continent très peu peuplé et où la main-d'œuvre ne pousse pas comme le reste. Ceci pour répondre à la question que je lui posais sur le recrutement. La guerre nous prend 45 000 hommes chaque année, c'est vrai, me dit-il, parce que les lois nouvelles sur le recrutement sont basées sur l'emploi intensif des effectifs noirs, non seulement en France, mais au Maroc, en Syrie et ailleurs, afin de diminuer le plus possible le temps de service métropolitain. C'est un cercle vicieux. Le gouverneur Card, homme jeune, actif et énergique, tient en main ces territoires immenses comme un bon préfet son département. Ce qui fait l'originalité et la force de notre Afrique occidentale française, c'est tout cet arrière-pays soudanais, reliant ensemble des colonies qui, autrement, ne seraient que des enclaves côtières, des comptoirs, des drains commerciaux vers l'intérieur, comme la Guinée portugaise ou la Sierra Leone. C'est ce qui nous permet d'y avoir une politique cohérente. Sur la plage, près de Dakar, le sable est blanc comme du grès en poudre. Je vois les pêcheurs noirs attelés à un filet. L'un est coiffé d'un canotier sans fond, auréolé de paille, un autre d'un chapeau de dame en soie mauve. Ils tirent le chalut. Je les regarde. Pendant une demi-heure environ, ils ont haleé dur, sans cesser de gambader, de danser, de rire et de s'amuser, avec infiniment de rythme et de grâce. Pêcherie. Odeur effroyable de poissons séchés. Des femmes viennent et emportent le poisson dans des paniers posés sur leur tête. Où ai-je déjà vu cela? Mais chez les Ovarinas de Lisbonne, ce buste immobile et droit, ce fardeau sur la tête, n'est-ce pas encore un emprunt des Portugais aux nègres? Parfois, un goéland s'abat sur le filet. Parfois, il survole la tête des pêcheuses et, en passant, cueille un poisson dans le panier. Sur le sable, une mouette meurt. Une arête lui a perforé les intestins. Trépas de gourmand. Les manœuvres de Dakar portent des verres noirs, même la nuit. Leur teint est vert vase, comme du cambouis, comme de l'huile vidangée. Avec leurs lunettes bordées d'acier grillagé, ils sont vraiment les ouvriers des machines monstrueuses de demain. Le blanc, s'il se salit, c'est par nécessité, par accident. Mais le nègre a l'air d'un morceau de machine. Le noir qui épouse une blanche, me dit G, et il y a eu après la guerre pas mal d'exemples de tirailleurs ayant ramené en Afrique des Françaises, s'en dégoûte vite et retourne à ses femmes. C'est la blanche qui presque toujours court après le noir. La censure a, paraît-il, ouvert des lettres d'amour insensées adressées par des jeunes filles de province à des tirailleurs. Et que dire des Allemandes lors de l'occupation? À Toulouse, en 1917, il y aurait eu 1800 métisses. Les métissages entre les blancs et les noirs ne sont pas désirables, écrit le négrophile colonel Meignier, et leurs produits sont en général déplorables. Ce n'est donc pas de croisement répété qu'il faudra attendre l'établissement d'une forte union entre les deux races. Je reviendrai ailleurs sur cette importante question. Chaque fois qu'on dit que le métissage donne des produits hybrides, mulets, les gens qui, comme Finot, ne croient pas à la race pure, ce préjugé des races, vous répondent « Voyez Pouchkine, Dumas, etc. » et autres grands métis célèbres, et ils citent toujours les mêmes. G, qui est en Afrique et à Dakar depuis 25 ans et qui voit évoluer les mêmes familles, me dit qu'au bout de 4 générations, les familles de métis s'éteignent. Il faudrait étudier sans parti pris cette grave question du métissage.
Il y a sur ce problème en Afrique française un état d'esprit colonial non sans analogie avec le point de vue anglo-saxon. Chaque fois que le blanc est en minorité dans un pays noir, Antilles, ou simplement menacé par la prolificité des Noirs, États-Unis, l'exclusivisme joue. Les Français, qui pourtant n'ont à aucun degré le préjugé de leur peau blanche, ni de leur descendance aryenne, préjugés qui ont disparu avec les idées du XVIIIe siècle et de la Révolution, en viendraient certainement sinon à haïr, du moins à se séparer socialement des Noirs s'ils s'en installaient 5 ou 6 millions en France. Il est inutile de rappeler comment s'opposent les deux thèses. Pour les Français, tout nègre de nos colonies qui remplit certaines conditions légales est considéré comme français. Quelque effort que fasse un nègre, des possessions anglaises pour s'élever, jamais il ne sera considéré comme anglais. G a été en rapport avec le docteur Ivanov, de l'URSS, le même qui a, par des greffes, rénové la remonte de la cavalerie soviétique. Le docteur est venu à Dakar lui demander des négresses pour les croiser avec des grands singes afin de retrouver le chaînon disparu. The Missing Link de Darwin. Le pourrais-je, a répondu G, que je ne le ferai pas, parce que mon expérience m'a appris que le singe tuait généralement la femme. Il arrive notamment au Congo que des gorilles attirés par l'odeur des femmes indigènes à l'époque de leur menstru les enlèvent. Toujours, l'on retrouve la femme les côtes broyées. Il faut 2 hommes pour réduire à l'impuissance un petit chimpanzé. Que penser d'un gorille qui atteint 2,70 m à 3 mètres de haut et qui pèse jusqu'à 350 à 400 kg? Le docteur Ivanov s'est néanmoins enfermé 1 an en Guinée, mais sans résultat. G, qui est fort lié avec le docteur Voronov et l'a accompagné il y a quelques années à Tombouctou, me dit qu'il est très difficile de lui procurer suffisamment de chimpanzés. On rabat après de longs efforts 150 chimpanzés environ. Lors de la capture, il y a généralement combat au bâton où beaucoup sont tués. On parvient tant bien que mal à en expédier 25 à la ferme et que le docteur possède à Menton. Souvent, il n'en arrive qu'1 ou 2, les autres sont morts en route. De plus, il paraît que les greffes réussissent moins bien si l'animal est jeune. Or, il est difficile de savoir l'âge des singes, sans parler de leurs maladies du sang et autres. Pour plus de sûreté, me dit G, qui est inconvaincu, j'élève moi-même mon chimpanzé pour dans 20 ans. G me dit que les vieux administrateurs avaient beaucoup plus de poigne que les nouveaux. C'est grâce aux vieux qui reprirent du service en 1914 que la révolte de 1916 a pu être enrayée. Le nord de la Haute-Volta, la région des falaises, obéissait aux marabouts, aux féticheurs, et la révolte menaça même un moment Bamako. Il n'y avait alors qu'une poignée de blancs. Si nos vieux fonctionnaires n'avaient pas sévi et réprimé la révolte d'eux-mêmes avec beaucoup d'énergie, c'était toute l'Afrique occidentale française à reconquérir, jusqu'au Sénégal. Au large de Dakar. Je suis maintenant sur un de ces beaux vieux paquebots français d'il y a 20 ans, qui revient d'Amérique du Sud. Je l'ai pris par hasard à son passage à Dakar. Il laisse les paquebots les plus rapides filer droit sur l'Europe et il fait escale en Afrique et à Las Palmas pour charger des bananes. De paquebot, il s'abaisse soudain à jouer les rôles de cargo. Sur les cabines des 3e classes, je lis « Bagno donne ». Il y a 20 ans, les immigrants italiens se le disputaient pour aller en Argentine. Comment couvre-t-il aujourd'hui ses frais? 24 passagers à bord, de petites gens qui n'ont pas fait fortune à Buenos Aires. Le naufrage de la princesse Mafalda a porté un coup terrible au vieux bateau, dit le capitaine. Les Américains du Sud connaissent l'âge exact de tous les navires qui viennent chez eux. Inutile de camoufler ou de repeindre, ils ne se risquent plus sur les vieilles caques. En causant à bord avec des Argentins, je me rends compte que les conclusions de la Société des Nations cette année sur la traite des Blanches, conclusions si infamantes pour nous, Français, n'ont pas fait moins de bruit en Amérique du Sud qu'aux États-Unis. Albert Londres, dans son livre étonnant, ne conclut pas, ou bien il conclut que les Françaises sont des malheureuses, fin tolstoïcienne qui met tout le monde d'accord. Londres n'a pas à être moraliste, il est reporter. Il a eu ses renseignements si précis, comme il l'a dit lui-même, parce qu'il est favorablement connu dans le milieu, grâce à ses interventions en faveur des bagnards et des gens de Biribi. Naturellement, il ne saurait charger ses informateurs. De temps en temps, nos journaux sont pleins de l'arrestation d'immondes trafiquants de chair humaine, enfin arrêtés à Marseille au moment où, etc., etc. Ce sont de malheureux bougres qu'on met à l'ombre parce qu'ils sont exceptionnellement mal avec quelques personnages locaux. Cela rassure l'opinion qui préfère ignorer que la traite des Blanches continue sur la plus grande échelle. Le médecin du bord me dit qu'au dernier voyage, il y avait 8 Françaises qui se rendaient pour travailler à Buenos Aires. Tout avait en main le livre d'Albert Londres. Je lui demande ce qu'on en pense là-bas. Le livre, me dit-il, n'a pas nui aux grands barbeaux, qui ont des capitaux et des relations, mais il a porté préjudice aux macrotins et aux chevaliers de la belote. Lors de notre dernière traversée, me dit encore le médecin, nous emmenions 2 jeunes femmes d'Angoulême si pauvres que pour pouvoir se faire onduler, il leur a fallu payer le coiffeur en nature. Je les ai revues à ce voyage-ci. Elles ont déjà leur hôtel particulier et leurs 8 cylindres, en 2 mois. Bucket list.
Ah.